Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon pour découvrir le Ziboulab. Cette association vise l'inclusion des personnes en situation de handicap, porteuses de troubles du neurodéveloppement, dits sévères. Ce dispositif prend la forme d'un lieu multi-activités alliant café, petite restauration, boutique de produits artisanaux handi-fabriqués, galerie d'art brut. Le Ziboulab emploie des adultes porteurs de TND, troubles du neurodéveloppement, sur des temps de travail adaptés, des tâches aménagées, des missions courtes. L'objectif global du Ziboulab est d'œuvrer à la déstigmatisation des personnes en situation de handicap en favorisant leur inclusion et leurs échanges avec la population. Nous vous invitons à écouter le témoignage de Zelda Prost et de Cassandre Talbotier, neuropsychologue et cofondatrice du projet. Zelda Prost, donc je suis neuropsychologue de formation. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis diplômée et que je travaille principalement dans le champ de la psychiatrie et en tout cas avec des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, donc enfants, ados, adultes. Et donc ce projet, il est en fait né de deux constats, un professionnel et un personnel. Au niveau professionnel, du coup c'est vraiment en travaillant dans différents services qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque pour les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement sévère. Ce qu'on appelle le trouble du neurodéveloppement, c'est un ensemble d'altérations du développement du cerveau, en tout cas ou un ensemble d'atypicité dans le développement du cerveau. Et donc en fait ça regroupe énormément de troubles ou d'atypicités variés, et ça va notamment de la dyslexie aux troubles autistiques, aux troubles du développement intellectuel, etc. Et donc du coup il y a un panel très varié aussi en termes de sévérité. Et donc là dans ce projet on s'intéresse vraiment aux personnes qui ont un trouble qui est considéré comme sévère, au sens où les atypicités de développement du cerveau sont tellement importantes que ça vient retentir sur leur autonomie et leur fonctionnement dans la vie quotidienne. Et donc vraiment dans les différents services dans lesquels j'ai pu passer, on s'est rendu compte que plus le niveau de sévérité était important, plus il fallait des aménagements et plus du coup on était en difficulté, déjà nous en tant que soignants, mais encore plus au niveau de la société classique et du grand public qui ne savait pas forcément comment se comporter avec eux. Il n'y a pas forcément d'espace public qui leur est dédié et donc en fait, tout devient vite très compliqué. Et donc, il y a eu une première prise de conscience en travaillant en service de réhabilitation psychosociale, dont le but, c'est vraiment de permettre aux personnes, malgré et grâce à leurs difficultés, de pouvoir dépasser leurs limitations et se mettre dans un projet social ou professionnel. Et on s'est rendu compte que on pouvait aider, avec les outils qu'on avait à dispo dans ces services, on pouvait aider les personnes, mais jusqu'à une certaine limite. Et quand il y avait trop de difficultés, notamment dans le cadre de ces fameux troubles du neurodéveloppement sévère, on était un peu désœuvrés. Donc on a commencé un petit peu à fouiller avec certains collègues, et notamment avec Élodie Perroux, qui fait partie du projet, sur ce qui existait. Et c'est de là qu'on s'est dit, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on crée nous-mêmes, parce que ça n'existe pas. D'accord. Donc ça, c'est le premier constat qui s'est en fait finalement qu'on a du coup un petit peu solidifié en rencontrant notamment Cassandre et Guillaume dans un autre service, donc le service du pôle A10 du Vinatier, dont on parlera peut-être aussi un petit peu après, où là c'est vraiment un pôle qui est dédié aux personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement et notamment un trouble sévère. Et donc ce qu'on avait pressenti dans nos anciens services, là ça nous a vraiment sauté aux yeux, et donc du coup on a embarqué Guillaume et Cassandre dans notre aventure en se disant qu'il fallait qu'on crée quelque chose pour ces personnes parce que ça n'existait pas. D'accord. Ouais. Je me permets, on va présenter Cassandre qui fait partie de l'équipe. Oui, donc moi je suis Cassandre Talbotier, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis un petit peu moins longtemps que Zelda, ça va bientôt faire 5 ans. Je me suis directement après mes études, je me suis aussi orientée plutôt dans la prise en charge des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, notamment en service de génétique, puis après au sein du pôle hospitalo-universitaire, du coup le pôle A10, au Vinatier, qui prend en charge du coup les personnes avec un trouble du neurodéveloppement, principalement un trouble du développement intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, donc après j'ai aussi je travaille maintenant que dans le médico-social, donc pour accompagner aussi ces personnes-là, du coup principalement là, des enfants et des adolescents.
Voilà. Et donc par rapport justement à ce constat, tu avais fait, j'imagine, les mêmes constats, les mêmes réflexions par rapport justement à certains manques d'encadrement ou d'accompagnement de ces personnes. Exactement. Effectivement, à l'hôpital, on arrive à proposer des soins dits de remédiation cognitive, du coup pour essayer d'apprendre à la personne à développer des stratégies pour essayer de pallier un peu les incapacités qu'ils peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Mais on s'est vite rendu compte qu'au sein du service hospitalier, ce qu'on propose, ça marche généralement, mais après le transfert dans la vie quotidienne, c'est surtout ça qui est un peu plus compliqué. Et arriver à avoir des lieux d'expérimentation pour ces personnes et pour qu'ils puissent développer leurs compétences vraiment en milieu écologique, il en existe peu. Donc on est arrivé au même constat. Et donc vous vous êtes rencontrés. Ça s'est passé comment cette rencontre? Vous connaissiez déjà d'avant? Je sais pas. Pas du tout. On s'est rencontrés dans le service, en travaillant ensemble sur le pôle ADIS, du coup. Ouais. Le pôle ADIS, c'est donc dépend de l'hôpital du Vinatier, qui est un hôpital effectivement psychiatrique lyonnais. Et donc on a tous beaucoup travaillé dans des services, des structures médico-sociales ou sanitaires de la région lyonnaise, ou en tout cas très proche de Lyon, ce qui fait qu'on a un gros réseau dans cette région-là. C'est aussi la raison pour laquelle on a proposé de monter ce service, ce dispositif Ziboulab à Lyon. Aussi parce que, à part moi, toute l'équipe est très lyonnaise et que du coup, de les délocaliser, c'était pas simple. Et puis que ça nous semble quand même pertinent comme le but, c'est vraiment l'inclusion de personnes qui sont en fait très à la marge. C'est important qu'on soit en fait dans un lieu de passage, un lieu dynamique, un lieu vivant. Et donc du coup, Lyon est quand même... La cité, c'est exactement. plus pertinent. Ça nous semblait adapté. Donc d'où l'idée de s'intégrer vraiment à Lyon intramuros. D'accord. Et alors, comment ça fonctionne quand on est neuropsychologue, donc avec une formation qui n'a rien à voir avec la gestion de projet? Comment, à partir d'une bonne idée, on arrive à concrétiser tout ça? Eh bien, on tape à 1 milliard de portes, à peu près. Je pense qu'on en est à peu près à 1 milliard. Et surtout, on se fait accompagner. Enfin, en tout cas, nous, du coup, on a pu bénéficier de l'accompagnement d'Alter Incube, donc, qui est un incubateur d'innovation sociale, qui est aussi basé à Lyon, donc pour le coup à Vaux-en-Velin. Et donc on a pu profiter d'un accompagnement d'1 an et demi, ce qui nous a vraiment permis justement de passer de notre casquette que de clinicien à une casquette un petit peu plus d'entrepreneur. Alors je le dis avec quand même une certaine humilité, parce qu'on n'en est quand même pas non plus là, mais en tout cas ça nous a beaucoup appris sur la façon en tout cas de délimiter un projet, d'avoir aussi malgré tout une vision un petit peu commerciale et financière, parce qu'on peut pas faire l'économie de ça, ce qui est clairement pas du tout notre éducation à la base au niveau professionnel. Enfin, on ne pense pas du tout à ça quand on travaille à l'hôpital et en structure médico-sociale. On n'a pas toutes ces questions financières-là à traiter, en fait. Donc là, il fallait qu'on se les pose, sans perdre non plus de vue le but et vraiment l'essence même du projet, qui est l'accompagnement des personnes. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on jongle avec une réalité financière commerciale et une envie vraiment d'accompagnement? Comment est-ce qu'on met... on fait sortir de terre un projet qui n'est pas rentable, mais qui est viable, vraiment en termes de philosophie d'accompagnement, quoi. Donc, voilà. Toutes ces questions, on a pu répondre en partie grâce à Alter Incube, et notamment à Olivia Schöckl, qui est la consultante qui nous a... du coup accompagné tout au long de ce parcours, et qui maintenant d'ailleurs que nous avons terminé le parcours fait partie du conseil d'administration. Elle a décidé de rejoindre l'aventure, donc ce qui est aussi un sérieux gage de confiance. Donc, pour nous ça a beaucoup compté en tout cas qu'elle nous rejoigne même après Alter Incube. Donc voilà, on se forme en fait. C'est ça. C'était les premières étapes, donc être bien accompagné et trouver les bons partenaires et les bonnes personnes ressources pour ce projet. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce que vous voulez faire, enfin ce que vous aviez souhaité mettre en place? Oui. Cassandre, moi, ce que je trouverais important de repartir, c'est aussi du constat, parce qu'on a parlé du constat au niveau de nos travails, des limitations dans l'accompagnement de ces personnes qui ont motivé le projet. Et la seconde chose qui, à mon sens, a beaucoup motivé le projet, c'était le fait que ce sont des personnes qu'on croise très peu dans la société.
un classique, on va dire. Nous, on les croise beaucoup dans le champ professionnel et ou personnel, mais effectivement, c'est des personnes qu'on voit très peu dans la ville, qui sont très peu insérées et pour lesquelles il manque beaucoup d'initiatives d'insertion et d'inclusion. Et après, concrètement, du coup, le Ziboulab, on en parle pour sa forme... En fait, très concrètement, Ouais. qu'est-ce que vous proposiez, enfin, qu'est-ce que vous souhaitiez proposer en fait à ces personnes pour combler un peu les manques? Ça va être en fait un espace, à la fois un espace d'expérience pour les personnes, donc d'expérience que les personnes qu'on va accompagner, donc les salariés bénéficiaires, comme on les appelle maintenant, D'accord. vont pouvoir expérimenter le travail, la vie sociale et expérimenter aussi peut-être des choses un peu plus pragmatiques sur le plan cognitif, hein, expérimenter par exemple le fait de se concentrer pendant 2 heures sur une tâche, le fait de savoir communiquer, le fait de pouvoir mémoriser une commande, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un terrain d'expérimentation à plus d'un titre. Et donc pour que ce soit une expérience sociale riche, on avait besoin que ce soit un lieu de passage et un lieu d'échange avec le grand public. Puisque, comme l'a dit Cassandre, le but aussi, c'est de permettre à des publics qui ne se croisent pas de se croiser. Donc c'est pour ça que petit à petit, on a réfléchi à une forme qui puisse permettre ça. Et donc on a abouti à un lieu qui sera multiple, avec une partie café, une partie boutique et une partie galerie d'art. La partie café étant vraiment choisie pour permettre un échange alors médiatisé autour d'un service, qui est donc celui de servir des cafés ou de la restauration, mais en tout cas qui permet du coup une communication entre des personnes qui sinon ne communiqueraient absolument pas. Donc c'est vraiment un support à l'interaction. On a choisi de mettre 3 pôles d'activité parce que le café, c'est quand même malgré tout des tâches un peu complexes. Et on a à cœur, nous, de pouvoir nous adresser à des personnes qui ont des niveaux très différents et parfois peut-être plus de difficultés. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi développé un pôle boutique, un pôle galerie, pour que ça soit des tâches peut-être plus simples, avec peut-être un poil moins d'interaction, parce que parfois l'interaction c'est quand même compliqué, où il y a besoin d'y aller par étapes. Donc ça nous permet en fait vraiment de penser des parcours très individualisés pour les personnes. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le Ziboulab, c'est utiliser la médiation du travail pour permettre à des personnes avec un trouble du neurodéveloppement sévère de progresser sur le plan de l'autonomie au niveau cognitif et au niveau relationnel. C'est vraiment une médiation. Le travail, c'est pas une fin en soi. D'accord. Parce que là, il faut peut-être préciser qu'il y a des établissements comme les ESAT ou les entreprises adaptées qui existent. Est-ce que ces établissements, justement, peuvent être proposés aux personnes que vous accompagnez, ou c'est un petit peu plus complexe que ça? Alors, effectivement, c'est un peu plus complexe que ça. Nous, on souhaite s'adresser à des personnes qui ont des troubles très invalidants et de ce fait n'ont pas encore les compétences ou n'auront probablement jamais les compétences pour tenir un travail en ESAT ou en entreprise adaptée du fait des exigences demandées dans ces établissements-là, notamment sur la durée du temps de travail et les capacités cognitives nécessaires pour avoir assez de concentration sur ce temps-là. Nous, on souhaite s'adresser à des personnes qui actuellement vivent plutôt dans des foyers d'accueil médicalisés ou des maisons d'accueil spécialisées et qui pourraient venir travailler au Ziboulab. En fonction de leurs compétences, ça pourrait être 1 heure par jour, 1 heure dans la semaine, 2 heures. Ça va vraiment être très adapté. Voilà. Oui, c'est ça. Vraiment, là, on veut nous adapter aux personnes pour rendre cette expérience possible et moins être dans l'inverse, c'est-à-dire de demander aux personnes qu'elles s'adaptent à un fonctionnement déjà existant. C'est ça. Et vraiment, en l'état actuel de la situation, les ESAT et les entreprises adaptées ne peuvent pas accueillir ces personnes parce qu'effectivement, ils ont besoin qu'on fasse des choses très, très à la carte, très court. Et effectivement, le parcours type qu'on a imaginé pour une personne, ça serait quelqu'un qui viendra 2 heures par semaine et durant 4 à 6 mois, pas beaucoup plus. Et donc, en amont, nous, on rencontrerait les personnes accompagnés de leur structure qui les aurait adressés, donc soit issus du sanitaire, soit du médico-social, pour vraiment fixer ensemble des objectifs à cet accompagnement. Donc là, on reprend un peu notre casquette de neuropsy, parce qu'on fonctionne un peu comme quand on les accompagne à l'hôpital, où donc l'idée, c'est qu'on se fixe des objectifs, on se fixe du coup les moyens de les atteindre, en termes de durée, en termes d'aménagement,
quel format ça va prendre dans le Zibou-Lab, et puis on se lance. Et du coup, on réévalue un peu régulièrement, est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que ce qu'on a proposé comme format, ça va, est-ce qu'on augmente, on diminue, est-ce qu'on ajuste. Vraiment, l'idée, c'est d'être ultra souple et ultra flexible, parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir permettre à ces personnes d'être plus incluses au niveau social. D'accord. Et par rapport à ce projet, la construction du projet, de quelle façon vous avez impliqué en fait les personnes, les bénéficiaires de ce projet ? Est-ce qu'il y a eu des interactions un peu plus approfondies pour pouvoir justement construire avec vous ce projet, et de quelle façon ? Alors, dans le développement du projet, du coup, on a proposé plusieurs événements éphémères, donc des Zibou-Lab éphémères qui se sont installés dans des lieux de la ville déjà existants, donc principalement des cafés. À ce jour, il y en a eu 3, et du coup, on a déjà pu proposer à des usagers de participer et de voir comment ça se passait dans les activités de vente, principalement. Et du coup, on a essayé d'ajuster au fur et à mesure les formats des événements éphémères pour essayer de s'ajuster au mieux au retour du coup des usagers, et puis à ce qu'on a pu observer, notamment en termes de fatigabilité ou le besoin de répétition. Nos premiers événements avaient un format où on s'installait plutôt sur une semaine dans un lieu tous les soirs pendant 2 heures. Et le dernier événement qu'on a fait, le 3e, on s'était installé tous les vendredis du mois pendant 2 mois, pendant 2 heures, avec les mêmes usagers qui revenaient à chaque fois. Et du coup, là, la répétition a permis de mieux expérimenter le format qu'on souhaite avoir en définitif. Et du coup, ça nous a semblé mieux correspondre aux personnes. Et puis, les retours qu'on en a eus, de leur part, c'est aussi que ça semblait mieux convenir à leurs attentes. Plus adapté. D'accord. Et du coup, c'est ce format-là qu'on va garder pour le prochain événement éphémère, justement. Du coup, qu'on repropose là très prochainement, puisque du coup, il aura lieu tous les vendredis de 15h30 à 17h30. Donc là aussi, on reste sur le même jour, les mêmes horaires, dans le même établissement. Et donc, ça aura lieu du 19 mai au 9 juin. Et donc, ça sera les mêmes personnes qui vont revenir chaque vendredi. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une progression et de les voir prendre leur marque petit à petit, de pouvoir du coup prendre de plus en plus d'initiatives. Donc, vraiment, on a pu observer ça sur notre précédent événement. Et c'est pour ça qu'on a proposé de reproduire ce format-là, parce que finalement, ça se rapproche beaucoup plus de ce que sera le Zibou-Lab pérenne. D'accord. En fait. Donc, ok. Donc là, on est plus en phase un peu plus expérimentale, ouais. Pour le coup. Ouais. Et pour revenir justement sur votre question de comment est-ce qu'on implique un peu les usagers dans la construction du projet, là aussi, il y a 2 autres points. C'est que donc, nous, dans le cadre de notre travail de neuropsy, en fait, on rencontre les personnes souvent pour faire donc, des évaluations de leur profil cognitif, de leur fonctionnement. Et souvent avec une question derrière de quels sont leurs points forts, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme aménagement dans le quotidien pour pallier les difficultés, qu'est-ce qu'on peut penser un peu comme projet pour certains. Et c'est aussi en fait en discutant avec eux qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient en fait envie de travailler, mais qui ne peuvent pas parce qu'effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, le format des ESAT n'est pas forcément adapté, celui des entreprises adaptées non plus. Et qu'en fait, on en a rencontré beaucoup qui disaient que 2 heures comme ça, par-ci par-là, pourquoi pas, ils aimeraient en fait, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement en fait, à travers le travail qui pourrait manquer. Donc c'est pas tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, ça, c'est clairement un constat qu'on a pu faire. Et donc, ce constat, il a aussi été fait au niveau personnel. Tout à l'heure, on disait qu'on était aussi un peu concernés, un peu beaucoup, sur le plan personnel par la question des troubles du neurodéveloppement. Donc le projet, il prend aussi sa source, en fait, dans mon expérience personnelle avec mon frère, puisque Zibou, c'est mon frère, du coup, c'était son surnom. Ouais. Et donc, lui aussi était concerné par un trouble du neurodéveloppement sévère. Et donc, lui aussi, l'idée de pouvoir travailler 2 heures par-ci par-là, et qui plus est dans un café, c'était quelque chose qui lui aurait fait extrêmement plaisir. Et vraiment, je l'ai vu travailler sur des petites choses, par exemple... donner un coup de main pendant les vendanges ou donner un coup de main dans le café associatif du village ou des choses comme ça. Et effectivement, plus que 2 heures, c'était complexe, mais pendant ces 2 heures où il était là, ça fonctionnait super bien. Donc effectivement, il fallait s'adapter. Effectivement, on l'aidait à faire certaines tâches.
quelques grappes de raisin étaient oubliées pendant les vendanges, mais on passait derrière. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu vraiment aussi constater que ça fonctionnait, ça lui faisait du bien, que derrière, il en retirait beaucoup de bénéfices et que pendant ces 2 heures-là, il était quand même focus, qu'il était, il se sentait bien, qu'il était plutôt à l'aise au niveau relationnel, etc. Donc il y a vraiment aussi, ce projet il est aussi dessiné de nos expériences perso à ce niveau-là, où c'est vraiment en fait un constat que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est nécessaire. Oui, c'est ça. Vraiment. Et confortant. Et je pense que ça, c'est aussi un peu notre responsabilité en tant que professionnel qui connaît le champ du handicap, c'est effectivement de créer ces ponts, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander à des personnes lambda qui n'ont jamais rencontré de près ou de loin de handicap de s'essayer à la relation avec des personnes qui effectivement n'ont pas forcément le même mode de communication. Et donc il faut que nous on crée des espaces d'interaction, qu'on crée ces ponts. Et effectivement en restant cloisonnés chacun dans notre espace, nous dans nos hôpitaux, structures médico-sociales, puis le grand public dans d'autres espaces, mais c'est compliqué en fait. Donc il faut qu'on crée des opportunités de rencontre. Et du coup, et là aussi, au niveau du Zibou Lab, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est créer les rencontres un peu de manière fortuite, mais en même temps encadrée, dans le sens où, en fait, ça ne sera pas étiqueté sur notre devanture qu'on a un lieu d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Okay. En fait, on veut surtout être un lieu sympa, dans lequel les gens s'arrêtent parce qu'ils trouvent que le lieu est chaleureux et dynamique, qu'on s'y sent bien. Que les produits vendus correspondent à leurs attentes. Exactement. Que du coup les toiles exposées sont chouettes, et en fait il s'avère que dans le lieu travaillent des personnes en situation de handicap, mais on ne veut pas que ce soit la porte d'entrée, parce que le but c'est de toucher des gens qui d'eux-mêmes ne seraient pas rentrés dans un lieu estampillé handicap friendly, parce que pour X ou Y raison en fait, et donc du coup on voudrait un peu, donc on leur tend un peu un guet-apens, c'est vrai, mais du coup, on se propose après d'être là pour médiatiser, parce qu'effectivement, au sein du Zibou Lab, il y aura donc les salariés bénéficiaires, qui seront donc des personnes en situation de handicap employées dans le lieu, mais il y aura aussi des soignants qui seront là, donc en l'occurrence Cassandre et moi, probablement, qui seront là pour du coup épauler les personnes sur leurs différentes tâches. On ne va pas les laisser totalement se débrouiller. Voilà, on va quand même aménager l'espace, mais on va aussi être là pour faire de la médiation avec les clients, pour faire de l'information, pour faire de la sensibilisation, etc. Donc, c'est en ça aussi que c'est un lieu un peu atypique, c'est que pour le moment, il n'y a finalement pas beaucoup d'établissements de ce type-là, où les soignants sont aussi en fait sur le terrain avec les personnes. Dans les ESAT, c'est rarement des soignants, il y en a, mais ils ne sont pas forcément en train de faire les tâches avec les personnes. Donc là aussi, c'est un peu une différence. Et puis il n'y a pas ce pont, ce que tu évoques, et ça je trouve ça intéressant. Il y a d'autres structures que nous on peut connaître qui emploient des personnes en situation de handicap, mais finalement ce pont, il est pas. On peut venir boire un café, etc., avec des personnes qui sont salariées de l'établissement, mais il manque effectivement quelque chose. Il manque justement ce lien où on a quelqu'un qui peut nous expliquer ou qui peut mettre en confiance, et quand je dis mettre en confiance, c'est la personne en situation de handicap et la personne ordinaire, pour justement créer cette relation, et puis et ça je trouve ça super intéressant, parce qu'on peut avoir une certaine crainte, on peut ne pas savoir que dire, enfin comment se comporter, et juste de calmer un peu la situation, d'avoir quelqu'un de médiateur entre les deux. Je trouve ça top. C'est ça l'idée, c'est vraiment en fait de se rendre compte. C'est un petit peu normal d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc du coup, nous, on se propose effectivement d'apaiser un petit peu les choses, de donner quelques petites clés de communication, mais sans rentrer dans des choses très complexes. Puis tout simplement en fait d'informer, d'expliquer. Et à partir de là, après, on mise sur l'intelligence collective. C'est ça, sera vraiment un lieu qui facilitera les rencontres, et après... Les relations entre les gens feront le reste, je pense. Tout à fait. Et alors, donc de ce beau projet, vous avez déjà eu donc 3 expériences, c'est ça, d'établissements éphémères. Donc c'était café, ou c'était juste de la vente Alors là, on était installés dans des cafés déjà existants. D'accord. Et on faisait principalement de la vente, du coup de produits dits handi fabriqués, handi responsables. Okay. Donc toujours dans cette démarche de valoriser aussi le travail des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a beaucoup d'ESAT qui fabriquent plein de choses et dont on a peu accès dans les commerces classiques. Donc on s'était surtout centré sur cette partie-là où les usagers participaient plus à la partie vente de ces produits et moins à l'expérimentation du coup dans le service du café.
Dans nos 2 derniers événements, on avait aussi rajouté un peu la partie galerie du projet avec des expositions pareil de personnes en situation de handicap qui avaient produit les œuvres exposées. Et là, lors de ce nouvel événement, on pourra avoir un usager qui pourra s'essayer au service du coup. Donc à chaque fois, on essaye de se rapprocher au plus près du projet final. Et c'est vrai que cette troisième version, elle va quand même commencer à ressembler au Zibou Lab tel qu'on l'imagine, puisque donc effectivement, il y aura une personne qui pourra essayer être au service, il y aura une personne qui sera donc en vente de produits handi-fabriqués, et puis à chaque fois on essaie d'avoir des produits différents, du coup ça permet de tisser des partenariats avec différents établissements, et puis du coup là il y a vraiment une expo aussi même un peu plus grande envergure par rapport à ce qu'on avait pu faire avant, donc c'était déjà un peu expérimenté, mais là je trouve que ça prend une plus grande part, en tout cas dans cette nouvelle version éphémère du projet. Donc là, effectivement, ça commence à toucher à la version finale du Zibou Lab, qu'on espère pouvoir installer dans un local pérenne très prochainement. D'accord, donc c'est l'idée. La finalité, c'est vraiment trouver un local sur Lyon, j'imagine. C'est ça. Tout à fait. On travaille activement. Et souvent, on évoque dans les projets les problématiques. J'imagine que ce qui est complexe pour vous, c'est de trouver peut-être un lieu pour pouvoir vous installer. Oui, c'est un petit peu complexe, puisque, comme on l'a dit, on a un projet qui est à vocation sociale à la base. Donc, au niveau financier, forcément, on n'a pas les mêmes moyens qu'un établissement lambda. Donc, ça nécessite effectivement de travailler en collaboration avec les collectivités, avec les financeurs, avec les bailleurs, etc. Donc là, on a une piste plutôt sérieuse qui est en cours, en fait. Donc, on croise très très fort les doigts pour que ça puisse fonctionner. Parce que on est un peu exigeant. On aimerait un lieu qui soit quand même situé intramuros. Ouais. Puisque ça fait partie, enfin c'est vraiment un des éléments clés du projet, c'est qu'on soit dans un lieu de passage, de fréquentation, que les gens viennent jusqu'à nous. Ouais. Mais sauf qu'effectivement, on n'est pas les seuls à vouloir un local. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point épineux, mais en tout cas vraiment, on y travaille parce que même si les versions éphémères c'est intéressant, ça permet pas de créer l'accompagnement sur mesure tel qu'on le veut vraiment. Ça reste quand même complexe d'être en format éphémère pour les personnes. On leur demande de s'adapter à un environnement qu'ils ne connaissent pas vraiment sur un temps relativement court. Donc même si là, on va passer un mois dans l'établissement qui nous accueille pour les prochains événements éphémères, ça reste un mois, c'est pas énorme. On ne sera pas vraiment chez nous malgré tout. Et donc du coup, c'est très intéressant, mais c'est pas suffisant pour en tout cas vraiment créer ce qu'on veut mettre en place et créer un accompagnement vraiment pertinent et adapté aux personnes, quoi. Ça reste un challenge quand même de leur demander de venir s'essayer sur ce genre de vente. C'est quand même on leur demande beaucoup d'adaptation. Beaucoup trop par rapport à ce qu'on a imaginé à la base. Donc c'est intéressant, mais c'est clair, ça ne peut pas être la finalité du projet, quoi. D'accord. Là, combien de personnes vous pouvez accompagner là, actuellement, à qui vous pouvez proposer pour l'instant peut-être une action éphémère, mais on parle de combien de personnes à peu près? Alors sur les actions éphémères en général, on a à peu près 3 personnes qui... Là, comme on ne va pas tourner, ça va être les 3 mêmes personnes qui vont venir tous les vendredis. Mais sur les formats où en fait on faisait sur une semaine tous les soirs, en fait ça tournait et là on a eu jusqu'à 10 personnes dans la semaine. Et en fait comme les personnes vont se relayer au cours de la journée et de la semaine, on s'est imaginé que pour un temps plein de salariés bénéficiaires, on pourrait accompagner 40 à 50 personnes sur l'année. D'accord. Parce qu'en fait, il y aura vraiment des roulements permanents. Ouais. Donc ça nous demandera à nous aussi beaucoup de souplesse et d'adaptation. Et donc voilà, c'est un peu notre objectif, c'est de pouvoir sur un temps plein accueillir 40 à 50 personnes. Tout en sachant que du coup, pour un temps plein d'usagers bénéficiaires, à côté, il y a un temps plein d'accompagnement soignant. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas multiplier le nombre d'usagers bénéficiaires simultanément pour favoriser l'accompagnement optimal. D'accord. Oui, parce que vraiment, on aimerait être en 1 pour 1 ou 1 pour 2 grand max, mais pas beaucoup plus, pour justement permettre vraiment, tout ce qu'on a dit jusque-là, l'accompagnement et le lien avec les clients. Et donc forcément, ça veut dire employer beaucoup de monde. Donc, ce qui fait qu'on s'est projeté sur, en gros,
3 temps pleins de différentes personnes dans le Ziblab pérenne. Donc il y aura un temps plein de salariés bénéficiaires, donc répartis sur plusieurs personnes. Un temps plein de soignants qui sera probablement divisé chacune en un même temps. D'accord. Et le dernier temps plein, ça sera un professionnel de la restauration qui aura un profil plus barista. Parce que on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui sait faire ce genre de choses. C'est toujours important. C'est important. C'est comme la démarche entrepreneuriale. Initialement, c'est pas dans notre cœur de métier ou de formation. Donc c'est bien aussi de s'entourer de personnes qui ont les compétences. D'accord, ça marche. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Zelda et Cassandre pour votre engagement dans ce projet. Les éléments pertinents que j'ai retenus. La création d'un espace, d'un support pour favoriser l'interaction. L'utilisation du travail comme d'un médiateur. Proposer des clés de communication pour faciliter les échanges. Permettre le décloisonnement entre le monde des soignants et l'espace public. Le vide juridique qui entoure le projet justifie sa nécessité et son caractère innovant. Savoir s'adapter et faire preuve de souplesse. Ce podcast est en 2 épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-ess.org. À très bientôt.